Quelles sont aujourd'hui les solutions, on va commencer par la technique et ensuite par les solutions juridiques qui existent pour lutter et non pas seulement constater? Christophe Definity. Alors les solutions, il y a quand même des outils de constat qui sont à mettre en place pour pouvoir décider et arbitrer. C'est d'avoir des outils d'analyse qui vont être là pour surveiller tout ce qui va être donc, la visibilité des campagnes publicitaires, donc la visibilité des bannières, la visibilité des vidéos, d'aller surveiller la réalité du trafic, d'aller faire des analyses d'audience sur des choses toutes bêtes, mais qui sont souvent pas mises en place, analyser l'audience qui a été exposée à la bannière avec l'audience qui a fait du clic. Ouais. Et des fois, on se rend compte que c'est pas la même audience. C'est un peu gênant, mais sauf que ça montre bien qu'on expose une bannière à des gens et on expose le trafic à d'autres personnes. Donc tout ça, c'est des solutions à mettre en place pour pouvoir mieux analyser. Et après, derrière, c'est de pouvoir arbitrer et de pouvoir s'organiser en mode que les gens qui analysent soient différents des personnes qui émettent les demandes. C'est-à-dire que quand on regarde les places dans les banques à l'époque, donc ça remonte maintenant à pas mal d'années, les personnes qui faisaient l'analyse des résultats des placements des banques étaient différents des personnes qui plaçaient l'argent. Oui. Aujourd'hui, souvent, chez les agences ou chez les annonceurs, c'est les mêmes personnes qui vont faire l'ordre d'émission de campagne et puis l'analyse des résultats des campagnes. Et c'est là où c'est différent. Une tiers de confiance. Oui, c'est ça. Alors que soit en interne, parce que c'est pas forcément de l'externe, c'est pas forcément toujours prendre des prestataires. Ça peut être aussi en interne, mais en tout cas d'avoir une vraie séparation dans l'organe de contrôle. De la même manière, quand on fait des achats, il y a des séparations dans les organes de contrôle entre est-ce que c'est un investissement qui est efficace et la personne qui a émis réellement la demande et qui suit la campagne. Donc déjà, c'est des choses dans la méthodologie. On n'est pas forcément dans des réponses techniques, mais qui peuvent être aussi dans des réponses méthodologiques à mettre en œuvre. Merci Christophe. Romain. Ouais, la première chose, c'est de sur les solutions techniques. Standardiser. Pas seulement constater. J'insiste sur le pas seulement constater. Ouais. La première chose, je suis désolé, je vais revenir sur le constat et la mesure, puisque la mesure te permet après d'optimiser. Et l'optimisation, c'est comme ça qu'on essaie de dégager tout ce qui est inefficient. La première chose, c'est standardiser les moyens de diffusion. On parlait de CPM élevé, CPM à risque sur la vidéo. Pourquoi CPM élevé, CPM à risque sur la vidéo particulièrement? Parce que la manière de diffuser la vidéo n'est pas standardisée. Et donc n'est pas mesurable de la même manière. Et donc, tant qu'on ne force pas les publishers à adopter tous le même protocole de diffusion, on ne peut pas les mesurer de la même manière, avec la même efficacité. Si tu as 25% des publishers qui utilisent des protocoles qui ne sont pas mesurables, là, tu vas avoir sur des CPM élevés de la fraude facile à mettre en place. Ça, c'est la première chose. Et je ne parle même pas de l'INAP, c'est une catastrophe. Il y a l'Open SDK qui est pas assez utilisé ou qui n'est pas utilisé. Il y en a, on peut utiliser une techno basée sur du pixel qui ne sert à rien, d'autres sur de l'Emred qui ne sert à rien, d'autres sur du JS potentiellement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Technique, mais ce qu'il faut, c'est vraiment... En fait, ce que je veux dire, c'est standardiser. Il y a des standards quand même. Il existe. Oui, mais ils ne sont pas appliqués. Ils ne sont pas appliqués. Ça, je te rejoins sur ce point, je rajouterai ceux qui doivent pousser ça, c'est ceux qui ont l'argent, c'est les annonceurs. Et comme ils ne veulent pas rentrer dans ces détails-là, parce que c'est quand même pas très rigolo, ça ne vient pas d'en haut, c'est pas poussé, et donc c'est pas standardisé. Donc il y a des standards, mais qui ne sont pas appliqués. Donc ça, c'est la première chose. Donc appliquons des standards de diffusion sur les protocoles pour pouvoir mesurer tout, pareil, de la même manière, de manière efficiente. Première chose. Et deuxième chose, c'est optimiser tout ce qui est flux en programmatique avant la bid request, et là mettre des filtres en place au niveau du SSP, du DSP, et des filtres sur la qualité du trafic. Tu penses à quel type de filtre? C'est un utilisateur qui génère 1000 bid requests par jour, c'est quand même pas compliqué à retirer du marché. C'est des choses toutes bêtes, basées sur la fréquence d'utilisateur, sur le temps passé sur la page, sur le user agent. L'utilisateur qui fait 100 répétitions par jour avec un Chrome 25, c'est des règles toutes bêtes à mettre dans les filtres de ces places de marché programmatiques. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est efficace. Et la dernière chose, c'est les programmes de refund qui commencent à exister sur les DSP. Donc les DSP, les outils d'achat en programmatique. Quand des outils tiers viennent filtrer de la fraude ou du trafic invalide, de mauvaises pratiques, ce qui se passe, c'est que le DSP s'engage à recréditer l'annonceur ou le trading desk. Et donc, du coup, le publisher derrière
le publisher, celui qui est fraudeur ou qui a mis en place des mauvaises pratiques, il ne touche pas l'argent. Et quand on ne touche pas l'argent, quand on touche au porte-monnaie, c'est efficace. C'est la sanction. C'est la sanction, bim. Merci Romain. Christophe, et ensuite je te laisse la parole, Merab, sur les solutions juridiques. Je vais être très bref, parce que je rebondis ce que disait Romain, parce qu'en fait, les standards, il y en a qui existent, même le protocole IAB sur, par exemple, ce qu'on appelle le domaine spoofing, c'est-à-dire l'usurpation du nom de domaine. C'est-à-dire on se fait passer pour un autre site, sur un site qui a pignon sur rue, et pour récupérer le flux en mode programmatique. C'était un des fléaux, un des gros fléaux depuis 2016, avec les Medbot et compagnie. C'était principalement ça. Donc, a vu apparaître un standard qui s'appelle ads.txt, qui consistait et qui joue dans la logique de la transparence. C'est-à-dire, à un moment donné, on va identifier quels sont les différents acteurs de l'intermédiation dans la chaîne programmatique. Ça fait 2 ans. Aujourd'hui, à date, selon certaines sources, mais on est sur 41% des sites dans le monde qui ont déjà mis en place le ads.txt. 41% seulement. Ça fait 2 ans que le protocole existe. Alors certes, il n'est pas fiable, parce qu'en plus, dernièrement, sur fin d'année, certaines sociétés du marché ont constaté qu'il y avait de la fraude sur ads.txt. Alors justement, on faisait du scrapping, c'est-à-dire on allait absorber le site en question avec le ads.txt pour refaire un répliquant en mode programmatique. Et si le trader il n'est pas averti de ces pratiques-là, forcément, même en ayant tout l'écosystème bien comme il faut, même en ayant, il passe à côté. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est dans une surenchère et dans une course sans fin entre des techniques qui s'empilent les unes dans les autres. Donc c'est le chat et la souris, et puis on va mettre toujours une surcouche technologique standard, pour répondre. Je reviendrai juste sur un point. Standard, je trouve que, et ça répondra sur ta deuxième question sur la partie sanction, je trouve qu'on est dans l'élaboration de standards, mais on n'est pas très, gendarme sur le sujet. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas les acteurs à mettre en application ça. Les DSP, SSP utilisent ads.txt, ce genre de choses, ça c'est clair. Mais ça ne va pas assez loin. Alors justement, puisque tu parles de gendarme, parlons à une représentante du droit, comme je disais tout à l'heure. Non, j'ai dit du droit. Gendarmerie nationale. J'ai dit une représentante. Une représentante du droit qui côtoie parfois les gendarmes et qui discute avec eux. Est-ce qu'il y a des réflexions en cours sur cette fameuse lutte? Michel, je vais me permettre de refuser ce rôle de représentante du droit. On va couper. Je ne suis pas la loi, mais non, si, on le garde, mais c'est intéressant. Parce que souvent, les clients nous voient comme ça et c'est ainsi qu'on me dit, vous et votre RGPD, non, c'est pas le mien. Je ne représente ni e-privacy, ni le RGPD. En revanche, on compose avec le droit. Et on observe, et comme on est dans des secteurs qui sont en plein développement, émancipation, et on fait avec ce qu'on a en termes de réglementation, et effectivement, on critique et on essaie de développer. Donc au cabinet Bird & Bird, on a beaucoup de réflexions sur les sujets de cybersécurité. Il n'y a pas un code de la cybersécurité. Et bien sûr, toutes les cyberfraudes. On travaille aussi bien avec le secteur de l'énergie sur les fraudes qu'avec le secteur des télécoms, et maintenant avec le secteur après... nous être évertués à les mettre en conformité, tout le secteur programmatique, etc., au RGPD. Maintenant, on travaille sur les sujets de fraude et de cybersécurité. Autant vous dire qu'on constate qu'on est dans un secteur, mais en pleine expansion, très performant, et en même temps, peu mature. Quand tu dis un secteur en pleine expansion et performant, c'est-à-dire le business de la cybersécurité? Non, le business programmatique. D'accord. Voilà. Mais cybersécurité, non, c'est encore trop éparpillé comme approche. Et pourtant, on s'efforce de donner une vision un peu plus complète et globale du sujet. Mais pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, il est extrêmement performant et en même temps immature. Il est extrêmement développé avec une avance. On voit bien que toute la partie publicitaire est encore plus développée techniquement que toute la partie contenu. Que même les publishers sont devenus beaucoup plus performants en publicité en ligne qu'en développement de contenu. C'est une petite critique, mais bon. Ou d'animation du contenu. J'adore. Non, mais ça, c'est clair. Mais en parallèle, immature. Et cette immaturité montre la faiblesse de ce secteur face aux fraudes. Donc j'ai envie de dire, ils ne l'ont pas vu passer et maintenant, ils en souffrent. Et effectivement, ces standards qui existent, qui ne sont pas suffisants. Moi, je n'ai pas la solution en termes de standards. Mais on compare avec les autres secteurs, avec les autres domaines d'activité qui ont eux aussi souffert et on transpose. Alors, on a vu se développer toutes les normes ISO.
Voilà, c'est ce type de standard qu'on attend dans votre secteur d'activité. Mais on n'a pas les mêmes pratiques, on parle de transparence, Désolé de t'interrompre, on est sur un secteur d'activité mondialisé. Et mondialisé, bien Et entendu. donc, le ISO, je ne sais pas si c'est une norme mondialisée Michel, il y a ou quand pas. même le Digital Net Trust qui est une première étape dans la certification, qui ne gère pas tout à fait la partie fraude. L'intérêt de la certification, c'est quoi? Ou de la standardisation, c'est gagner la confiance. Donc je pense que gagner la confiance, c'est une préoccupation internationale qui dépasse tous les, Et c'est la base du business, nous toutes sommes les d'accord. frontières. Cela dit, je pose encore la question, on est sur quelque chose un phénomène mondialisé. Ce sont plutôt des acteurs privés, les opérateurs économiques qui prennent des initiatives. C'est peut-être un peu illusoire ce que je veux dire, mais quid des États derrière? Parce qu'il y a eu une réglementation sur la protection des données, mais quid d'une protection de la diffusion, qu'elle soit publicitaire ou pas? Alors, on parlait tout à l'heure, dans une émission précédente, des fake ads, voire fake news par rapport au native advertising. Quid justement d'une réglementation de cette diffusion publicitaire, ou en tout cas une réglementation pour contrer la fraude publicitaire, en allant sur le porte-monnaie. Pardon, Je vais excuse-moi. complexifier un peu aussi l'état du droit. C'est qu'on va avoir des lois et des textes nationaux qui vont avoir aussi une portée extraterritoriale de fait, parce que quand on touche à la publicité, alors on a parlé tout à l'heure détournement de fonds, on parle aussi d'usurpation d'identité numérique. Quand on touche à l'adresse IP d'une personne, qu'il s'agit d'une personne physique ou morale, c'est de l'usurpation d'identité numérique. Quand on s'introduit ou qu'on utilise des données de manière non autorisée ou qu'on s'introduit dans un système d'information, c'est une juxtaposition de législation nationale, mais qui en plus vont s'appliquer potentiellement à tout le monde, à tout le secteur, potentiellement. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc on souffre d'une réglementation qui n'est pas adaptée. Je pense que la régulation, c'est ce vers quoi on va s'orienter, parce que le droit admet aujourd'hui ses limites aussi. Et peut-être une approche juridique très opérationnelle que je conseillerais, c'est se regrouper en groupement d'intérêts économiques. C'est ce qu'ont fait le secteur de l'énergie, le secteur notamment des télécoms, pour partager cette fois-ci des informations. Alors certes, on est dans des secteurs extrêmement concurrentiels. On ne veut pas dire ce qu'on fait. Eux ont réussi, hein. Ils ne disent pas ce qu'ils font. En revanche, sur les fraudes, ils sont moins nombreux, mais quand même. Dans l'énergie, peut-être pas autant que dans le secteur des télécoms, mais les télécoms, c'est beaucoup d'opérateurs, des petits, des grands. On reconnaît que les grands, on a l'équivalent des GAFAM, mais après, il y a énormément de petits opérateurs. Et en tout cas, servir d'exemple, faire un démarrage de partage d'informations sur les phénomènes de fraude et voir comment on peut créer un autre dispositif, une autre plateforme qui permettrait de se donner des alertes sur telle et telle fraude. Alors, c'est aussi d'autres chantiers. Ça existe. Alors, ça existe aux États-Unis, puisqu'on a une association qui s'appelle TAG, qui est Trust Falsely Accountability Group, qui va auditer assez en profondeur. En fait, eux, ils sont directement en connexion. Donc, c'est un regroupement de l'interprofession. C'est aussi bien des agences, des médias, des éditeurs, qui sont audités tant sur les malwares que sur les malversations financières. Hein. Donc, on est vraiment... Ils sont directement connectés aux États-Unis au FBI et saisissent le FBI là-dessus. Juste parenthèse, par rapport à ça, moi, dans mes précédents, quand j'étais dans le rôle d'administrateur de l'IAB, j'ai souvent été en connexion avec la DCCRF ou l'autorité de la concurrence ou d'autres organismes là-dessus. Mais oui, bien sûr, ils sont conscients de ça. En revanche, c'est pas eux seuls qui peuvent résoudre le problème. Il faut que la profession s'organise beaucoup plus facilement dans un mode répressif, c'est-à-dire que dénoncer ou saisir les autorités compétentes en la matière pour dire ben là, ok, et pour que ça fasse jurisprudence, je pense que c'est aussi un des aspects. Oui, mais alors, n'oublions pas quand même qu'on ne peut pas demander à ces régulateurs, contrôleurs, sanctionneurs, on ne peut pas leur reprocher aujourd'hui de ne pas agir parce que déjà, ils ne comprennent pas. Ah, d'accord. Il y a un aspect technique. D'accord, mais on le savait un petit peu tous. Oui, mais c'est peut-être là aussi où c'est compliqué. Voilà.